La campagne présidentielle, sur le plan médiatique en tout cas, a aujourd'hui déjà commencé, posant toute une série de questions aux médias. Quelle est la responsabilité des médias en temps d'élection? Pour en parler, nous sommes en compagnie de trois représentants de médias différents. Étienne Gernel, journaliste et directeur du Point, bonjour. Bonjour. Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération et romancière. Et Bonjour. enfin, Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFM TV. Bonjour. Bonjour. Je dois dire que nous avions invité plusieurs personnes de CNews, mais que malheureusement, personne de cette chaîne n'est venu. Nous le regrettons parce qu'il a été aussi largement question des distinctions entre journalistes, éditorialisation, bref, un certain nombre de questions que nous allons aborder. Mais tout d'abord, j'aimerais faire entendre à nos trois invités un extrait, l'extrait d'une interview de Jean-Luc Mélenchon. Il était hier invité de questions politiques sur France Inter et il a déclaré ceci, écoutez. Ah, par pitié, représentez-vous. Parce que lui, on aura de quoi dire. Tandis que sinon, on nous en sort un autre du chapeau, un autre petit Macron. Et puis, tout d'un coup, ça vous fait un type, on ne sait pas qui c'est, pouf. Vous pensez à qui, là? Ben, je ne le sais pas, mais c'est le système qui l'invente. La dernière fois, Macron, il est arrivé au dernier moment. Là, ils vont peut-être en trouver un autre. Mais à chaque fois, ils en trouvent un. Dans tous les pays du monde. Parce que, voyez-vous, la différence avec d'autres, c'est que je voyage et je regarde. Dans tous les pays du monde, on a élu des petits Macron. Il s'appelait Macri. En Argentine, c'était un comédien en Uruguay, c'était en Ukraine un type qui jouait dans une série de télévision. Dans tous les pays du monde, ils ont inventé un type comme ça, qui sortait de rien et qui était porté par un système oligarchique. Bien sûr, on les a vus à l'œuvre. De même que vous verrez, pardon, je termine là-dessus, vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc, tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons ce sont le les petit surprises dans les personnage campagnes sorti du chapeau. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà. C'est bateau, tout ça. Bref, une manière aussi d'incriminer la responsabilité des médias dans la campagne électorale. Votre réaction, Céline Pigalle, vous qui êtes directrice de la rédaction de BFM TV? Il y a cette phrase, tout est écrit d'avance. Alors je ne sais pas quand on va être prévenu, quand on va nous dire ce qui est écrit et quand on va nous expliquer ce qu'il faut dire. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il y a cette notion aussi de système. C'est qui le système? Qui sont ces gens qui s'appellent? Moi je connais mes deux confrères qui sont autour de cette table, mais avant de faire les différents choix qui sont les nôtres au quotidien, on s'appelle pas, on se parle pas. Alors après, qu'il y ait parfois des communautés de parcours qui puissent faire une homogénéité trop grande, c'est des choses qu'on peut nous reprocher. Sans doute que ça existe. Mais voilà, je me méfierais beaucoup de ces idées d'un système, d'un complot, parce qu'au fond, c'est ça qu'on entend. Et puis l'idée que tout soit écrit, voilà. Il y a une dernière chose, c'est que juste avant l'élection, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait cesser de relater ce qui se passe, parce que ça pourrait avoir une influence sur l'élection. Mais vous imaginez, si on cessait, pendant combien de temps d'ailleurs, pendant combien de jours, de dire ce qu'il se passe, alors là, en effet, on pourrait avoir des inquiétudes. Étienne Gernel. C'est un naufrage, ça fait un peu de peine d'ailleurs, parce que Mélenchon est un type intelligent, cultivé, qui fut un républicain assez droit, et puis qui là part en vrille. Ça fait de la peine. Voilà, alors en même temps, il traduit une chose qui existe dans la société, c'est ce petit complotisme qui consiste à dire il y a un système, tout est organisé, qui finalement est assez rassurant probablement pour certaines personnes de se dire que tout est écrit, tout est arrangé, que derrière on trouve forcément le système, la CIA, le Mossad, je ne sais quoi d'ailleurs, des choses qui reviennent d'habitude. Voilà, lui il est tombé dedans, mais c'est tant pis pour lui, hein. Alexandra Schwarzbrod. Moi, je trouve ça très grave. J'en croyais pas mes yeux hier quand j'ai découvert ça. Et c'est là où, justement, les médias ont un vrai rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il faut absolument... décrypter, démonter, expliquer, raconter ce genre d'intervention. Il faut pas les laisser passer comme ça, pas laisser croire qu'il y a un système, que tout le monde fabrique des candidats. C'est très très grave. Et là, les médias ont un rôle à jouer pour décrypter les faits, revenir
aux faits et surtout démonter toutes ces fake news. Et il va y en avoir beaucoup. Finalement, l'ère Trump a fait beaucoup de dégâts aussi dans ce domaine-là. C'est-à-dire que des fake news, il va y en avoir plein dans les mois qui viennent. Et là, le rôle des médias est considérable. Bon, je vais essayer de défendre Jean-Luc Mélenchon, Céline Pigalle. Alors, il y a la question du système. Il y a aussi une autre question qui est posée dans son intervention hier, qui est celle finalement de l'agenda médiatique. L'idée que nous, médias, nous survaloriserions un certain nombre d'informations qui, d'après ce que je comprends de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, ne sont pas aussi importantes que ce que l'on voudrait faire croire. Par exemple, les questions d'insécurité, par exemple, les questions d'immigration. Qu'est-ce que l'on peut répondre à cet égard ? Au fond, moi, je trouve étonnant qu'on se pose de plus en plus ces questions, alors qu'en réalité, il y a eu un temps où l'information était beaucoup plus contrôlée, beaucoup plus contrôlée par le pouvoir politique. Il y a évidemment de la communication politique aujourd'hui, et il faut s'en méfier, et il faut essayer de trouver des espaces pour ne pas juste y céder. Mais par ailleurs, vous êtes dans un monde beaucoup plus foisonnant qu'il n'a jamais été, notamment à travers les réseaux sociaux, notamment à travers la capacité des uns et des autres à se constituer en collectif et à faire émerger des choses. Vous voyez bien comment une simple vidéo peut faire bouger les lignes. Et donc, en réalité, de façon très étonnante pour moi, plus il y a de capacité à faire intervenir des sujets qui ne sont pas seulement décidés par les leaders politiques ou par les rédactions, et plus on s'interroge sur le fait qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus important encore, que l'agenda est encore beaucoup trop maîtrisé, ce qui, à mon avis, est de moins en moins le cas. Mais est-ce que pour des sujets... Alors, pour Mera, je ne vais pas réussir à trouver des arguments pour étayer pourquoi Mera est un sujet sur lequel les médias sont trop revenus. En revanche, Papivoise, en revanche, le forcené dont on a beaucoup parlé il y a quelques jours, Céline Pigalle, est-ce que justement le fait de trop relater ce type d'informations, je ne sais pas d'ailleurs quelles sont les conséquences dans l'opinion pour le forcené, mais bon, peut-être tout simplement, comme le disait Bourdieu, faire diversion par rapport à une situation sociale. En tout cas, est-ce que ça n'est pas en ce moment un penchant, celui de trop s'intéresser à des faits divers? Alors d'abord, il y a différents médias et on a le choix de choisir et de ne pas écouter ceux qui relatent cette affaire-là précisément. Ça, c'est la première chose. Et il y a une pluralité absolument exceptionnelle. Là aussi, on n'est pas tenu de regarder tel ou tel. Il y a tellement de propositions aujourd'hui, tellement de manières de raconter le monde. On peut faire des choix. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que moi, je crois profondément qu'à la sortie du Covid, il y a une tension dans cette société qui s'exprime et que ça fait partie des sujets sur lesquels on a le droit de se pencher. Il y a très nettement, vous parlez du forcené, il y a très nettement des interventions plus nombreuses du GIGN, du RAID, sur des gens qui, on sent que la cocotte minute, là, pendant presque 1 an et demi de confinement, ça a été difficile et on voit d'ailleurs... Quand on le dit du fait que la maladie mentale s'est vraisemblablement développée ces derniers mois, ça ne gêne personne. Tout ça, c'est un tout petit peu dans les mêmes logiques. Donc, ensuite, encore une fois, on peut choisir de s'intéresser plus ou moins à telle ou telle actualité selon le média qu'on consulte, mais en contrepartie, il n'y a pas de sujet qu'on ne devrait pas regarder en face. Étienne Gernel, pour Le Point. Écoutez, je suis assez d'accord avec Céline Pigalle. J'ai peur que le sujet... La question de savoir si les médias parlent trop ou pas assez d'un sujet est un peu une question du XXe siècle. Aujourd'hui, nous n'avons encore moins qu'avant le monopole sur ce qui se dit et ce qui s'échange. Et puis, notre influence, je pense, alors c'est très flatteur pour nous de s'intéresser à nous comme ça, mais je pense plus faible qu'elle ne le fut par le passé, précisément parce qu'il y a ces réseaux sociaux. Et même à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, souvenez-vous, ou en tout cas pas de la même ampleur, souvenez-vous en 2005, le référendum sur la Constitution européenne, la quasi-totalité des journaux, en dehors peut-être de l'Humanité et Valeurs Actuelles, s'était prononcée en faveur du oui. C'est le non qui est passé. Je dis ça d'autant plus que Le Point a été très très en faveur du oui. C'était très marqué, on est frénétiquement pro-européen au point. Donc,
qu'est-ce que vous voulez, c'est des procès qui sont habituels, mais on a un libre choix, on a une immense diversité de sources d'informations ou d'opinions ou d'échanges divers et variés. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je pense que le CSA devrait être supprimé, parce que ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. C'est un contrôle qui date de l'époque post-ORTF et pré-Internet. Bon, de toute façon, il ne vous concerne pas Non. au point le CSA, mais... Pardon, mais en ce moment, il y a quand même une tentative d'imposer le CSA, de la part de Macron, d'imposer le CSA comme régulateur d'Internet et des réseaux sociaux, qui, à mon sens, est une menace assez grave pour la liberté d'expression en France. Alors, justement, quand on prend les réseaux sociaux, si on prend Twitter, ce n'est pas tous les réseaux sociaux, mais c'en est un. Et si on prend la hiérarchie de l'information ce matin, elle est assez comparable au sujet que l'on évoque. Par exemple, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sont très largement majoritaires dans les trend topics, autrement dit, les sujets les plus discutés ce matin. Étienne Gernel, ça veut dire qu'il y a finalement, aujourd'hui, pour Twitter en tout cas, un agenda qui est en phase avec celui des autres médias. Oui, mais c'est normal parce que Twitter est un peu le réseau social des politiques et des journalistes. Vous allez sur Facebook ou sur Insta ou sur TikTok, vous allez avoir une hiérarchie de l'information qui est légèrement différente. Sur Snapchat Ou sur Snapchat, alors où la politique marche très bien d'ailleurs, c'est très intéressant. Non, je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, l'attention portée au rôle que jouent les médias, et à mon avis, est un peu exagérée. En revanche, il y aura un autre sujet, mais c'est peut-être qu'on en reviendra, sur la question des journalistes et des bulles de filtre dans lesquelles ils vivent. Alexandra Schwarzbrod, pour un quotidien, justement, le fait de choisir un agenda médiatique plutôt qu'un autre, par exemple. Vous avez choisi aujourd'hui pour Libération de titrer sur la fin du télétravail et les conséquences que cela pourrait avoir. Mais comment prenez-vous les décisions de titre et la manière dont vous organisez l'information ? Déjà, en fonction de l'actualité, on suit beaucoup l'actualité, a fortiori dans une période aussi importante qu'aujourd'hui, avec à la fois la vie qui recommence, une campagne électorale qui a commencé, parce que bien évidemment, on est en campagne électorale pour les régionales, mais on voit bien que c'est surtout la campagne présidentielle qui a commencé déjà et qui a commencé de façon assez brutale. Je pense que les mois à venir vont être très durs, que tous les coups vont être permis. Et là, c'est vrai que je pense que les médias ont une responsabilité de pas forcément suivre l'agenda, pour reprendre ce mot, que voudraient dicter les politiques. Et donc d'essayer d'avoir un vrai devoir de responsabilité pour ne pas se faire dicter les sujets, mais pour essayer de suivre ce qui... l'information, de traiter l'information. Donnez-nous des exemples, des moments où vous vous êtes dit à Libération que l'agenda qui était dicté, je ne sais pas, par les politiques, par le gouvernement, par... Oui, on voit bien parfois, dans certains moments, le gouvernement fait des annonces, qu'elles soient sanitaires, politiques, lance des grands débats. Donc, est-ce qu'on parle de ça à longueur de colonne, quand on sait que c'est évidemment une façon d'occuper le terrain. Bien sûr, il faut le suivre. Bien sûr, il faut le traiter parce que c'est l'information du jour, du moment. Mais voilà, il faut aussi raconter ce qui se passe ailleurs, en Europe, dans le monde. Est-ce qu'il faut parler que de sécurité quand tout à coup il y a beaucoup de faits divers ou de drames qui se suivent? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut équilibrer. Là, c'est pareil. Ne pas donner l'impression que la France est devenue un coupe-gorge et qu'il faut avoir peur à chaque coin de rue. Je pense que c'est très important parce que ce n'est pas le cas. Céline Pigalle, qu'en pensez-vous, sachant qu'il y a de plus en plus de méfiance vis-à-vis de l'information qui est présentée comme institutionnelle, celle qui vient du gouvernement ou d'autres organes? À partir de quoi peut-on aujourd'hui construire une priorité ou un agenda médiatique lorsqu'on est, par exemple, comme vous, à l'œuvre dans une chaîne d'information continue? Au fond, il y a une chose fondamentale, c'est d'avoir des journalistes. C'est d'avoir des gens qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, qui peuvent faire des enquêtes. Vous faites référence à des chaînes qui en auraient moins, par exemple? Non, je fais référence à personne. C'est vraiment une règle fondamentale pour nous tous. C'est-à-dire que la grande difficulté, pour une chaîne comme BFM TV, l'objectif est de s'adresser au plus grand nombre et de ne pas choisir certaines cibles. On peut faire le choix de s'adresser à un certain public. Nous, notre objectif, c'est celui de
parler au plus grand nombre. Et de ce fait, quels sont les sujets qui sont ceux qui finalement concernent le grand public? La seule manière finalement de le savoir, c'est d'avoir des gens qui vivent un peu partout sur le territoire, qui peuvent être dans un dialogue, pas seulement évidemment avec des interlocuteurs politiques à Paris, mais un peu partout, et qui peuvent essayer de nous faire remonter une ambiance, qui peuvent essayer de nous faire remonter des aspirations. Voilà. Ça, c'est fondamental, que finalement, les choix n'appartiennent pas seulement à quelques-uns dans un environnement fermé. Étienne Janel. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur un point, sur la question de la confiance dans les médias traditionnels. Il y a des sondages, et les sondages sont une chose. Maintenant, ce que je constate, moi, c'est qu'on n'a jamais, de toute l'histoire de l'humanité, lu autant de presse. Jamais. Jamais il y a eu autant d'articles de journaux lus. Alors certes, le plus souvent gratuitement sur Internet, ce qui pose un problème de modèle économique, mais jamais on ne nous a autant lu, vu ou regardé. Et jamais il y a eu autant d'appétit pour l'information de manière générale, donc, quitte à la chahuter, à la challenger, à la remettre en cause, à l'interroger. Ce qui remet un tout petit peu en perspective ces fameux sondages sur la confiance dans les médias traditionnels. Mais mettons ce sujet de côté. Le sujet, à mon avis, il y a un sujet sur les journalistes. Il y a un sujet de diversité des journalistes. Il y a un sujet de diversité. C'est-à-dire Peggy Sastre a publié sur notre site il y a quelque temps un article qui était absolument formidable et hilarant, qui racontait, à partir d'études faites aux États-Unis, comment les journalistes mainstream américains vivaient dans les mêmes endroits et échangeaient avec les mêmes personnes sur les réseaux sociaux. Et si bien que, écrit-elle, il y avait fort peu de chances pour que ces journalistes-là croisent dans la vraie vie ou échangent sur les réseaux sociaux avec un électeur de Trump. Ça, c'est un énorme sujet. Le journalisme parisien qui vit dans 2 arrondissements parisiens, vous enlevez le 11e arrondissement aujourd'hui, il n'y a plus de presse parisienne par exemple. Non mais c'est un vrai sujet. Donc c'est un sujet de connaissance du mais sujet. De CNews à Libération, je ne sais pas où vivent les journalistes de CNews et ceux de Libération, mais on peut dire qu'il y a à minima une diversité d'opinions. C'est un peu caricatural. C'est un peu caricatural. Ça a beaucoup bougé. Les rédactions parisiennes ont maintenant un réseau de correspondants en province qui est hyper important. Enfin, nous, on a vraiment fait attention à ça. Et les Gilets jaunes, si on l'avait oublié, en tout cas, nous a rappelé qu'il était extrêmement important d'être implanté partout en France. Nous, on a même créé un poste à Marseille, permanent, pour justement comprendre ce qui se passait dans cette ville totalement atypique. Et par ailleurs, enfin je sais pas, mais à Libé, les gens bougent tout le temps, ils partent en reportage tout le temps, dans tous les coins de France. Un bon journaliste n'est jamais dans son bureau. Voilà, donc je suis pas d'accord avec cette idée du journalisme parisien. Bon, mais je il pense pourrait que ça a emporter beaucoup avec bougé. lui une carte mentale qui serait identique. Non, c'est vrai, mais alors là où je suis d'accord, c'est qu'il faut faire attention, en effet, parce que si on se laisse aller, on peut être tenté de parler majoritairement de sujets parisiens. Mais c'est vrai que c'est une attention permanente qu'il faut avoir, de parler autant, si ce n'est plus, du reste de la France que de Paris et de la région parisienne. On se retrouve dans environ 20 minutes en votre compagnie, Étienne Gernel, Alexandra Schwarzbrod et Céline Pigalle. On va évoquer la différence, par exemple, entre information, commentaire, éditorialisation. On va parler, par exemple, du poids, je ne sais pas, de CNews sur la droitisation du débat politique français. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil à tous. Retour de notre débat sur la responsabilité des médias par ces temps de campagne électorale. Nous sommes en compagnie d'Étienne Gernel, journaliste et directeur du Point, d'Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération, et Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFM TV. Céline Pigalle, vous qui dirigez aujourd'hui une chaîne d'information continue, l'un des débats qui a eu lieu récemment au sujet de CNews, nous avons invité d'ailleurs CNews, malheureusement, personne de cette chaîne n'est venu, mais enfin la question qui se posait consistait à savoir, lorsque l'on s'écartait de l'information pour aboutir à de l'éditorialisation et que cette éditorialisation pouvait être considérée comme étant du temps de parole politique, en l'occurrence il s'agissait d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Pour commencer, cette chaîne ne s'écarte pas de l'information. Elle dit elle-même que ça n'est pas son objet.
C'est une rédaction petite et toute sa campagne de publicité du moment vise à dire « nous faisons de l'opinion ». Donc c'est un objectif différent. Au fond, dans le journalisme, il y a un projet assez simple qui consiste de bonne foi, avec plus ou moins de qualité et de réussite, à essayer de dire ce qui se passe. Il y a un autre objet qui, pour cette chaîne et un certain nombre d'autres médias, consiste à, au contraire, prendre les choses à l'envers et vouloir dire par-delà les faits ce que devrait être le monde. Donc ce sont des démarches différentes, assumées, mais ça n'est pas le Vous voulez dire que CNews essaye de transformer le monde ? Éric Zemmour, qui est un de ses principaux acteurs, a dit hier qu'il souhaitait s'engager de façon... D'une manière ou d'une autre. Voilà, exactement. Donc dans le combat politique, sans doute. Donc on voit bien que depuis un moment, il y a des interrogations sur la place des éditorialistes. Bon, mais alors vous travaillez comment avec vos éditorialistes sur BFM ? C'est ce que j'allais vous dire. Il y a une chaîne qui a un projet journalistique, et au sein de ce projet journalistique, peut inviter des gens à faire des commentaires sur les faits qui ont été développés. Et puis, il y a des chaînes qui ne sont pas très intéressées par ce qui se passe et qui, en revanche, veulent proposer un modèle politique. Et c'est là qu'aujourd'hui, ça frotte. Est-ce que l'opinion, aujourd'hui, fonctionne mieux en télé que l'information ? Est-ce que les résultats de ces news, qui ont été particulièrement bons récemment, ne vous font pas réfléchir à votre modèle, à vous, sur BFM TV, Céline Pigalle ? Alors, je crois qu'il ne faudrait pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que l'information en télévision, on en a parlé tout à l'heure, en radio, dans la presse écrite, dans tout le monde digital, il y a un appétit d'information, il y a un appétit de savoir, il y a un appétit de comprendre. On est dans une époque tellement complexe, de changements tellement profonds, à la fois à travers la mondialisation, à travers les technologies, à travers ce téléphone que nous avons désormais tous dans la poche et qui nous permet tant de choses et qui en même temps fait que tout s'accélère. Voilà, tout ça fait qu'on a le goût de savoir, de comprendre et en même temps qu'on s'inquiète énormément. Et il y a un certain nombre de gens qui ont envie de prendre en charge cette inquiétude et peut-être de la surfer. Bon, mais le modèle que propose CNews est aussi un modèle beaucoup plus économique que BFM. Il suffit d'avoir, je ne sais pas, un Éric Zemmour, une journaliste et un autre co-débatteur que l'on ne paye pas pour faire 1 heure de programme. Ça ne vous donne pas des idées ? En fait... il ne faut pas s'y tromper. Aujourd'hui, la chaîne BFM TV va très bien. Elle est toujours largement leader des chaînes d'information. Ça pèse quoi, CNews, justement, Céline Pigalle ? Il y a eu quelques perfs sur quelques journées ces derniers temps. On va voir dans le temps. Vous voyez, c'est-à-dire que ça aussi... Alors, justement, une performance, comme vous dites, en télé, ça rassemble combien de personnes ? Sur une journée, aujourd'hui, BFM TV rassemble entre 12 et 13 millions de personnes par jour. Et CNews, ces derniers temps, a pu atteindre les 8 millions. Et par rapport à une chaîne généraliste, comme, je ne sais pas, TF1 ? Là, c'est des chiffres encore beaucoup plus importants. Mais juste pour donner un ordre de grandeur aux auditeurs. Voilà. Et après, il y a plusieurs millions de téléspectateurs qui regardent le JT de 20h sur TF1 et sur France 2. Mais encore une fois... Au fond, il ne faut pas tout mélanger. C'est un modèle qui vient s'additionner. Mais c'est un modèle qui ne fait pas d'information et qui le revendique. C'est un modèle qui même éventuellement s'affranchit des faits. Par exemple ? Vendredi dernier, pendant plusieurs heures, on a parlé d'un enlèvement ou d'une tentative d'enlèvement dans un lycée. Et il y avait en tout et pour tout 2 jeunes hommes qui s'étaient présentés à la porte du lycée en demandant à voir une jeune demoiselle. On les a renvoyés chez eux. Voilà. Ouais. C'est devenu une tentative d'enlèvement. Avec une arrière-pensée, je veux dire, cette information n'était pas neutre, c'était pas seulement un enlèvement, c'était un enlèvement qui aurait été fait parce que cette jeune fille en question était une jeune fille musulmane qui était en couple avec un non-musulman. C'est ce qui a été rapporté, mais encore une fois, à la fin, 2 personnes s'étaient présentées à la porte du lycée, on les a renvoyées chez eux. Il n'y a pas eu de tentative d'enlèvement, c'est ça qui est fondamental. Étienne Gernel, Le Point, ça fait de l'opinion ou de l'information ? On fait de l'information, on fait du journalisme. C'est marrant, j'aime pas tellement le mot information, je préfère le mot journalisme.
Je trouve que ça représente un travail. Voilà, c'est du boulot, c'est du travail. Et puis après, l'opinion existe. Alors après, la distinction des deux, vous savez, il y a parfois dans la presse, dans les médias différemment, des rubriques dites de vérification qui sont les plus orientées ou plus éditorialisées, si on veut être gentil, que des papiers normaux. Donc je me méfie un tout petit peu de cette distinction. Après, sur CNews, parce que c'est un peu dans le débat, je trouve ça intéressant. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est pourquoi on s'y intéresse autant. Parce que sur le fond, c'est une chaîne d'information qui existe, parmi d'autres, qui, si on prend l'ensemble du paysage télévisuel, c'est pas non plus si énorme que ça. Et je m'étonne qu'on s'étonne de l'existence de CNews. Finalement, ça fait partie du jeu. Alors, vous savez, Zemmour, moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Il est souverainiste, je suis européen, je suis libéral, il est anti-libéral. Très bien. Il a le droit d'exister, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit d'être, tout simplement. Voilà. C'est là où on revient un tout petit peu à l'entre-soi du journalisme français, qui est un entre-soi géographique et un entre-soi également politique. Je suis désolé de le dire. Ça fait quand même, la profession est quand même assez orientée politiquement. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité qui est comme ça. Alors on se l'offusque de CNews. Voilà. Moi, je ne suis pas souvent en accord avec ce qu'ils disent, en tout cas ce que dit Zemmour, puisqu'on parle de Zemmour plus particulièrement. Mais je pense qu'il est important qu'il puisse l'exprimer, qu'il puisse le dire. Bon, mais je pense que vous n'êtes pas d'accord politiquement avec votre voisine Alexandra Schwarzbrod, Étienne Gernel. Pourquoi ne pas assumer... Ça dépend des sujets. Hein. Je ne sais pas, d'ailleurs, je vais lui céder la parole dans quelques instants, mais avant ça, j'aimerais quand même vous poser une question. Pourquoi ne pas assumer le mot opinion pour Le Point, sachant que un magazine, un hebdomadaire, de toute façon, ne peut pas... On est un journal. Aujourd'hui, nos concurrents sont aussi Le Monde, Le Figaro, Libération, etc. Le marché en croissance de la presse, c'est l'abonnement numérique. Et sur ce marché-là, pardon, on est en concurrence, on est sur le même marché. Voilà. Alors, sur le même marché, peut-être, mais ça s'appelle du journalisme. Donc vous allez produire à la fois de l'information, de l'analyse. Vous allez évidemment le faire de manière différenciante, à la fois par rapport à une chaîne d'information continue et par rapport à un journal qui va être réputé être à gauche. Mais je vais céder la parole dans quelques instants à Alexandra Schwarzbrod pour qu'elle se prononce elle-même. Non, nous on a une philosophie de vie qui a été définie par Claude Imbert et la fondation du journal en 1972. On est un journal, oui, qui est pour l'économie de marché, qui est pour l'Europe, un journal aronien, pour le dire un peu pompeusement. C'est ça qu'on poursuit comme objectif. Donc on ne peut pas dire qu'on est... Avec des unes appuyées, c'est pas d'ailleurs oui, et puis on peut vous reprocher. On fait de la provocation. Parfois, c'est ce que Claude Imbert appelait l'irrespect professionnel. Je trouve ça très drôle comme expression et très sympathique d'ailleurs. Et puis Libé le fait aussi, et puis d'autres le font aussi. Ça, oui, puis c'est normal, et puis c'est la vie. Attendez, la vie, elle n'est pas forcément ennuyeuse. On n'est pas obligé d'ennuyer nos lecteurs. Bon, c'était pourtant l'une des idées du fondateur du Monde. C'est l'idée du Monde, mais c'est pas la nôtre. Hein. Et l'idée de Libération, Alexandra Schwarzbrod. Non, mais cette question est intéressante, en effet, parce que beaucoup de lecteurs, souvent, sont perturbés par trouvent que des articles sont trop éditorialisants, moi je pense que ce qui est très important par exemple dans un journal comme Libération, mais c'est vrai que c'est parfois difficile à faire, c'est d'avoir des articles qui racontent, c'est-à-dire des articles qui donnent les faits, que ce soit des reportages, des analyses, des décryptages. Ça, c'est très important et ça, c'est pas censé être éditorialisé. Et vous avez les éditos. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a inauguré il y a quelques années maintenant, on essaye le plus souvent possible de créer dans Libération une page édito et même sur le site on fait de plus en plus de billets, mais là c'est présenté comme tel, c'est-à-dire c'est pas seulement un article d'information, c'est un billet ou un édito qui donne l'opinion de l'auteur qui l'a écrit et souvent qui correspond souvent à l'opinion du journal. Mais il faut bien différencier parce que je crois que le lecteur n'aime pas lire un édito présenté comme un article d'information, il aime bien savoir ce qu'il lit. Est-ce que ce sont des faits ou est-ce que c'est une opinion? Et ça, je pense que c'est très important de l'annoncer au lecteur, de le lui dire ce qu'on lui raconte. Par ailleurs, je corrige juste un truc qu'a dit Étienne Gernel qui m'a un petit peu chiffonné quand il a parlé de services de vérification des données qui sont plus là pour donner une opinion. Or, nous, à Libé... Je crois que vous en avez un. On en a un Check News. Je crois d'ailleurs que ça a été un des premiers à être monté. Et alors là, je peux vous assurer que justement,
justement, quand vous lisez les articles de Check News, c'est d'une, comment dirais-je, d'une froideur, d'une rigueur, il n'y a pas un poil, il n'y a pas une once d'opinion. Ils donnent les faits tels qu'ils ont essayé de les reconstituer, et même si ça ne correspond pas à ce qu'on pensait au début. Et franchement, il n'y a pas un poil d'opinion. Et je pense que la crédibilité de ces services-là se joue là-dessus. Si vous commencez à dire que vous vérifiez des données tout en apportant une opinion, vous n'êtes plus crédible. Pardon, mais Étienne la manière dont on présente des faits, des vérifications, l'information qu'on met au-dessus, celle qu'on met en dessous, ce qu'on met avant ou après le mais, ça compte. Et pardon, et encore une fois, Check News de Libé, c'est très bien fait, mais c'est très souvent des éditos. Alors écoutez, là, ils correspondent à votre opinion, donc c'est peut-être des faits pour vous. Mais je vous mets au défi de trouver une forme d'édito dans un papier de Check News. Étienne Gernel, voyage au c'est compliqué à dire, hein. Voyage au bureaucratistan. Donc une manière de souligner la bureaucratie et sa place en France, comment être vraiment écolo. Donc quand même une manière de critiquer ceux qui considèrent être écolo, ou bien encore le djihad anti-police. Ce sont des titres qui valent l'opinion. Mais ce sont des titres qui disent les choses de manière claire. En tout cas, alors... Oui, certes. Oui, voilà. Qui donne l'opinion du point. Écoutez, par exemple, si vous prenez comment être vraiment écolo, il faut vous donner la photo qui était derrière. Il y avait une photo de centrale nucléaire, en l'occurrence. Il y a des faits qui sont dans les documents du GIEC. Le nucléaire, dans le monde, c'est 12 grammes de CO2 par kilowattheure. Le gaz, c'est 480. Le charbon, c'est 820. Mais vous voyez que là, ce que vous présentez comme des faits va être considéré par beaucoup d'autres comme des opinions. Qu'ils considèrent et qu'ils répondent. Encore une fois, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais là, nous, on cite des chiffres qui sont des faits sur le nucléaire. Et puis, on dit effectivement qu'aujourd'hui, c'est difficile. On en tire une conclusion qui dit c'est difficile de se dire écolo quand on est contre le nucléaire. Céline Pigalle, je vous vois froncer les sourcils, mais précisément, c'est compliqué là aussi de distinguer les faits des opinions. Le Covid-19 a été un moment particulier parce que nous, journalistes, nous avons du mal à avoir une expertise médicale. D'ailleurs, nous n'en avons pas. Et lorsqu'il s'agit d'inviter tel ou tel, alors on a par exemple accusé les chaînes d'information continue d'avoir accordé une place beaucoup trop importante aux opinions de Didier Raoult ou à ses révélations scientifiques. Qu'en pensez-vous ? Bon, alors d'abord, là, on va commencer par les faits, c'est-à-dire que lui avoir donné une place beaucoup trop importante, il y avait des médecins en permanence sur l'antenne, quasi, je sais pas, 95% du temps, et la place qui a été la sienne dans ce temps de parole-là est en réalité infime par rapport à l'ensemble de ses confrères. Ensuite, comme vous le savez, le président de la République lui-même a considéré que ce qu'il avait à dire devait être entendu et écouté. Donc, qui sommes-nous pour, alors que le président de la République lui-même s'y intéresse, alors qu'il est le patron d'un des grands services à Marseille, pour détourner absolument le regard. Et puis après, il lui a été demandé de faire des études, de démontrer ce qu'il disait sur la chloroquine. Et là, on s'est trouvé un peu dans l'impasse. Et à partir de ce moment-là, évidemment, le regard a changé sur lui. On a commencé à lui poser des questions différemment, pas seulement comme un expert, mais comme quelqu'un qui pouvait être mis en question sur ce qu'il avançait. Et on continue finalement, d'ailleurs. Il y a aujourd'hui un livre qui sort sur lui. Il a été un des personnages de cet épisode très long d'actualité. On l'a pris d'abord pour le titre et pour l'expertise qu'il représentait. On l'a pris ensuite pour le personnage complexe et contesté. C'est ça le journalisme. C'est-à-dire que vous voudriez qu'avant que les choses se soient produites, on sache ce qu'il faut penser de tel ou tel. On voudrait éventuellement annuler certains personnages qui, par ailleurs, ont eu énormément d'écho. Donc, les prendre en charge, regarder ce qu'est la valeur de leurs paroles et de leurs conseils. Tout ça, c'est essentiel. Non, parce qu'en fait, il y a une double critique à laquelle tous les médias sont exposés, pas seulement BFM. Dans le cas de Didier Raoult, la première critique consiste à dire a posteriori que ce qu'il préconisait ne fonctionnait pas, qu'on aurait dû s'en rendre compte et ne pas survaloriser sa parole. Et la critique inverse consiste à dire qu'il n'a pas eu assez de place parce que, pour un certain nombre de raisons obscures, eh bien, évidemment, on ne voulait pas lui accorder de l'espace de temps de parole ou de micro, Céline Pigalle. Donc, dans les deux cas,
là, on a été, et on est toujours d'ailleurs, en partie dans une situation C'est inconfortable. modeste, le journalisme, finalement. C'est vraiment un petit métier. C'est-à-dire que Raoult, à la fin, en tout cas, aura été un révélateur d'un certain nombre de choses, et notamment du fait qu'une partie de la population veut de moins en moins se soumettre à des avis qui leur tombent dessus d'en haut et cherche des solutions alternatives si une partie de la vérité ne serait pas cachée. Au moins pour cette raison, il fallait ouvrir il fallait faire de l'enquête à son sujet, il fallait observer ce personnage et peut-être même il fallait l'interviewer. Étienne Gernel. Non, on ne l'a pas eu en interview, mais ce qui me paraît intéressant dans cette affaire, effectivement, alors à la fin, l'hydroxychloroquine, ça ne marche pas. Voilà. Les études en ont montré. On le dit aussi, évidemment. Mais ce qui est intéressant, et peut-être si on doit en tirer une leçon positive, c'est qu'on n'a jamais vu autant de gens s'intéresser, décortiquer des études biologiques, des études médicales en double aveugle randomisé. C'est un vocabulaire que nous ne connaissions pas pour la plupart d'entre nous avant. Et ça a témoigné aussi, si j'essaie d'en tirer une leçon positive, d'un intérêt pour la science. Alors même s'il y a eu des bêtises qui ont été dites, des études bidonnées, des tas de choses comme ça, mais au moins si on peut en tirer une leçon positive, c'est un intérêt. Et je pense, je ne sais pas si mes deux camarades ici présents le sont aussi, mais on le voit bien dans les chiffres sur Internet, dans l'audience, d'un intérêt croissant pour la science, pour le savoir, et que c'est quand même aussi une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Non, c'est vrai. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que la science est même... un type de science dans un contexte particulier, celui de la pandémie. Oui, mais là, on a découvert, on a appris plein de choses à la faveur de cette pandémie. C'est très intéressant, le bon qualitatif qu'on a fait, parce que tout à coup, on a découvert un monde qu'on ne connaissait pas bien. Et c'est vrai que Didier Raoult, moi, je pense que les médias, globalement, on fait le job en essayant de comprendre qui était ce type, si c'était vraiment... moi, j'ai rencontré des chercheurs très, très, très importants, très sérieux, me disant que ce type était un grand chercheur. Et puis après, vous rencontriez d'autres qui vous disaient que c'était un filou. Donc, si vous voulez, là, je pense que les médias ont essayé de comprendre qui était ce type, pourquoi il fascinait autant. Parce que ça aussi, il fallait essayer de le comprendre. Pourquoi il fascine autant ? Qu'est-ce qu'il transporte avec lui ? Et ensuite, décrypter, désintoxiquer peut-être la part d'intox que cet homme portait. Et là, maintenant, je pense qu'il ne fait plus... Il n'y a plus de questions qui se posent pour tous les gens sérieux ou les médias sérieux, que ce type n'était pas à sa place au moment où il est apparu. Donc j'ai l'impression quand même que globalement, les médias ont fait le job de raconter à ceux qui n'avaient pas les éléments pour savoir qui était ce type, ce que valait l'hydroxychloroquine. Et voilà, j'ai l'impression que... Globalement, oui, ça a été fait assez justement, sérieusement. ça veut dire, Céline Pigalle, que pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Ariane Chemin et de Marie-France Etchegouin, consacré à Didier Raoult, lorsqu'il s'agit de titrer cet ouvrage « Une folie française », vous trouvez que ça n'a pas été un moment de déraison, effectivement, le moment Raoult, que ça a été... Vous faites un travail différent quand, au bout d'1 an et demi, vous dites ce qu'il fallait penser et savoir de cet homme. Et quand vous diriez, par exemple, ce qu'il fallait penser et savoir de la crise du Covid. C'est un métier singulier que d'essayer au jour le jour de comprendre ce qui se joue avec beaucoup d'impasses, avec beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que en temps réel, quand les choses vous sont soumises, en toute bonne foi et avec beaucoup d'énergie et avec les meilleurs journalistes, vous pouvez essayer de prendre en charge les différents événements qui vous sont présentés. Vous le ferez toujours différemment d'un historien qui a le recul ou d'un enquêteur qui revient sur les événements 1 an et demi après. Mais moi, je crois que c'est salutaire d'essayer, encore une fois, d'être dans cette démarche très sobre, très simple, de comprendre minute après minute qui est qui fait quoi, de réviser son jugement. Encore une fois, c'est modeste. Vous ne délivrez pas, c'est peut-être ça la différence, vous ne délivrez pas de certitude. Alors, puisque nous avons beaucoup parlé d'opinion, de débat d'idées aussi, et de différentes manières de présenter ce débat d'idées, Sandrine Trainer, la directrice de France Culture, vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Sandrine. Et bonjour, justement, Guillaume, France Culture
va contribuer sous une forme podcastable à ce débat d'idées. Vous allez nous expliquer comment, Sandrine? Oui, c'est-à-dire en l'occurrence, il y a des gens qui ont des opinions et qui ne s'en cachent pas. Et il y a une collection qui a été créée, une collection de petits essais d'intervention qui a été créée par Gallimard, les éditions Gallimard, et singulièrement par l'éditeur Alban Cerisier, qui s'appelle Tract. Ça dit bien ce que ça veut dire, collection qui a vu apparaître un certain nombre de textes qui ont alimenté le débat public. Alors on pense aux textes de François Sureau sur les libertés, de Daniel Salnave sur... comment ça s'appelait ? Guillaume. Jojo le gilet jaune. J'étais sûre que vous alliez vous en souvenir. Jojo le gilet jaune, Je etc., me souviens etc. des Xavier Gorce, qu'on a fait un excellent récemment. Et nous, à France Culture, on s'est s'appeler dit, Des raisons, finalement... Oui, c'est ça. Il vient de sortir, absolument. Enfin, il y a Et 2 Nathalie mois, Hennig vient d'en il publier s'appelle également. Dessin et dérision. Et nous, à France Culture, on s'est dit, en fait, la vie des idées, le débat d'idées n'a pas de podcast. Alors, on va en créer un. Et donc, on est allé voir Gallimard. Et nous avons lancé un podcast qui est en fait la traduction en podcast à l'oral, sous forme de tribune, où ils prennent la parole à la première personne du singulier. Nous avons créé l'équivalent de Tract. Donc, ça s'appelle Tract, le podcast, parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, et sont déjà disponibles. Alors à chaque fois, ce sont des capsules, on dirait des modules sonores de 6-7 minutes. Les 5 derniers qui ont été tenus par Nathalie Hennig, Fabrice Imbert, Didier Lesky sur les questions d'immigration. Régis Debray, je crois que Vivien de Meyer, notre excellent réalisateur, va nous faire entendre un extrait, et Xavier Gorce, précisément. Tract, le podcast, Régis Debray, Le siècle vert, un changement de civilisation. Remplacer le aux armes citoyens par aux arbres citoyens, moi je trouve que c'est pas tout à fait convaincant. C'est explicable, parce qu'on a besoin d'aller au vert. Et c'est pourquoi j'ai appelé ce livre Le siècle vert. Mais vous savez, le siècle vert, c'est-à-dire en gros, le passage du dieu histoire à la déesse nature, je dirais que le passage du masculin au féminin, parce qu'on est bien d'accord que le siècle vert est le siècle du féminin. Il faut le dire, c'est pas bien vu, mais c'est un fait que nous sommes passés en 2e position pour la simple raison qu'on ne fait plus la guerre, tout simplement. Mais le risque, c'est que l'homme de la nature nous cache la nature de l'homme. Et la nature de l'homme, ça consiste à se soustraire à la nature. Et aujourd'hui, on revient à quelque chose qu'ils appellent la religion païenne. C'est le retour à la case steppe et forêt. Donc, je trouve que le siècle vert que j'appelle le soleil vert, c'est une aube et c'est aussi un crépuscule. Mais qui vient donc d'entendre Sandrine Trainer? Je crois que nous avons reconnu la voix de Régis Debray. C'était donc Régis Debray avec donc ce podcast tiré de la collection Tract chez Gallimard, que l'on peut donc trouver sur le site de France Culture, franceculture.fr, et également sur l'application Radio France. Étienne Gernel, ça doit vous plaire ce discours de Régis Debray, critique sur l'écologie? Régis Debray, il est formidable, il a peur de rien. Qu'est-ce qu'il est intelligent. De quoi devrait-il Moi, je suis avoir souvent, peur, je suis souvent de pas grand-chose, de la pression ambiante, comment dire, de la vie des autres. Alors moi, je suis pas souvent d'accord avec lui. D'ailleurs, très souvent, je suis en désaccord frontal. Mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est intéressant. Le rôle justement, Alexandra Schwartzbrot, du débat d'idées avec le succès de cette collection Tract, parce qu'elle signe aussi le fait qu'il y a une véritable appétence dans ce domaine. Oui, absolument. Nous, on le voit aussi avec nos pages idées qui marchent très bien et qui intéressent manifestement beaucoup les gens. Et je crois que ce dont les gens ont besoin en ce moment, comme en effet tout est, comme le disait Céline Pigalle, tout est si complexe, si compliqué, ont besoin qu'on leur explique, ont besoin de paroles d'historiens, de sociologues et surtout de confrontation d'idées. C'est-à-dire pas forcément qu'on leur vende une idée, mais de confronter des idées, d'essayer de comprendre où est, en ayant le plus de choix possible pour mieux faire sa propre opinion.
Il y a la petite Céline actualité Pigalle. du quotidien, il y a la grande actualité, et puis il y a parfois besoin de prendre un tout petit peu de hauteur et un tout petit peu de perspective pour essayer de voir où va le monde. Mais là aussi, l'information, Céline Pigalle, a souvent un sous-texte, elle vient de quelque part. Il est parfois compliqué de distinguer les faits de leur analyse, ne serait-ce que du fait de l'agenda médiatique et de la manière dont on va considérer que telle information mérite tant d'audience important. Oui. En fait, ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un continuum entre tout ça. Il y a aller sur le terrain, essayer de rapporter des éléments d'information, faire du reportage. Il y a essayer de présenter les choses de la façon la plus sobre possible en donnant des éléments d'information. Et puis, il y a du commentaire et il y a aussi des gens qui embrassent tout ça et qui essayent de faire une lecture du monde. Le principe fondamental, c'est l'honnêteté. C'est à quel point vous manipulez, vous tordez et vous manquez de bonne foi dans la démarche. Merci Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFM. Merci Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération, et à Étienne Gernel, journaliste et directeur du Point, et puis aussi à la directrice de France Culture. Merci Sandrine, vous êtes venue de moins loin, mais vous êtes venue avec des tracts. Je croyais que vous alliez dire je suis venue avec mon badge. Retrouver. Non, pour une fois que vous avez votre badge, pour une fois que vous ne l'avez pas oublié, c'est déjà au moins une information. Je repensais en écoutant la fin de cette conversation, vous savez, à cette phrase de ce philosophe espagnol du début du siècle qui disait « on ne sait pas ce qui se passe et c'est ça ce qui se passe ». C'est bien à ça que l'on est confronté en permanence et ce qui se passe n'est évidemment pas directement.